Moi, pour simplifier, j'ai éliminé les substances naturelles à activité biocide pour tout un tas de raisons, et j'ai décidé de me concentrer uniquement sur les substances naturelles qui ont une activité sur l'excitation des défenses. Donc, comme l'a dit Marie-Stéphane, il y a tout un tas d'activités de substances naturelles qui peuvent être émises, qui peuvent avoir des actions biocides. Donc, je vais vous rappeler un peu là ce que sont les défenses des plantes à ce stade-là. J'en avais besoin pour pouvoir expliquer un peu la suite. Donc, quand j'ai un agent pathogène et aussi un insecte en fait qui arrive, il va produire ce qu'on appelle des éliciteurs généraux. C'est des composés. L'exemple qu'on donne le plus souvent, c'est la chitine qui fait la paroi des insectes, mais aussi la paroi des champignons. Et cette chitine, c'est un éliciteur, c'est un composé général qui est reconnu par la plante via des récepteurs qui sont en général au niveau de la membrane. Donc, la plante à ces récepteurs, reconnaît la présence d'une bactérie, d'un champignon, d'un virus, et enclenche ses défenses. Donc là, vous avez le cas de l'oïdium sur la vigne. Vous avez une résistance, souvent plutôt quantitative, donc partielle, mais vous avez une résistance. Ce qu'on a découvert il y a une quinzaine d'années dans le monde de la pathogénie, c'est qu'en fait, mes agents pathogènes, ils avaient un système d'attaque extrêmement efficace qu'on appelle les effecteurs. On en a déjà un peu parlé. C'est des petites protéines qui sont sécrétées et qui sont vraiment les molécules d'attaque. Et un de leurs rôles, et qui est important, c'est de détruire totalement le système immunitaire des plantes. Et c'est très, très efficace. Ça fait des milliers d'années, encore une fois, qu'il y a des coévolutions. Et il y a beaucoup d'effecteurs capables de complètement détruire le système de défense basale. Dans ce cas-là, votre plante est sensible. Heureusement, au cours de l'évolution, la plante a mis au point un deuxième système immunitaire, souvent intracellulaire, qui permet de reconnaître spécifiquement ces effecteurs. C'est ce qu'on appelle les gènes de résistance. Quand on vous vend des variétés dites résistantes, elles ont ce système immunitaire. Et du coup, par exemple, dans le cas de la vigne, vous avez RUN1 qui permet de détruire très rapidement l'oïdium en faisant une stratégie un peu de terre brûlée, puisque ces gènes vont détruire les cellules, vraiment tuer la plante localement. Et ce suicide cellulaire va permettre de bloquer les agents pathogènes qui avaient quand même besoin d'une cellule vivante pour pouvoir se développer. Donc c'est ce qu'on appelle la résistance variétale. La plus souvent, c'est ça, la résistance variétale. Donc, qu'est-ce qui se passe quand j'utilise mes molécules dites naturelles et qui ont une activité dite SDP? J'ai plusieurs cas de figure. Vous avez le premier cas de figure. Je cherche simplement à mimer la présence d'un agent pathogène. Ce sont vraiment de simples éliciteurs. Donc, souvent, c'est effectivement des produits comme le chitosane, c'est de la chitine. Et là, on comprend bien, on met de la chitine. Il y a des récepteurs pour reconnaître la chitine chez la plante. Donc, on utilise simplement, on mime la présence d'un agent pathogène. C'est le cas des laminarines, c'est le cas du Kosoga qui va sortir. C'est le cas de beaucoup d'extraits de plantes. Donc, simplement, on mime la présence de l'agent pathogène. Le deuxième cas, on va carrément réguler les défenses. Donc là, on va être plus actif, on va s'attaquer aux défenses de la plante et on va les modifier. Et là, c'est tous les cas dont a parlé Marie-Stéphane, ce sont les hormones végétales qui sont très étudiées. Donc le plus connu, c'est le bion. Là, attention, je suis obligée de faire un aparté en vous disant, attention, ce n'est pas du biocontrôle. Les hormones végétales qui sont de type, par exemple, l'acide salicylique, comme elles ne sont pas complètement naturelles, c'est pas, en général, ce qui est vendu n'est pas un analogue d'une molécule naturelle. C'est pas de l'acide salicylique qui est vendu, mais il y a des petites modifications. Et donc, la définition officielle du biocontrôle du gouvernement est qu'on considère que ce n'est pas du biocontrôle parce que ce n'est pas naturel. Ça a été un peu modifié, donc, et tant pis si c'est efficace. C'est pas ça qui est important, c'est que c'est le naturel qui est important. C'est pour ça que moi, j'arrête de parler de substances naturelles, mais je parle de substances élicitrices, et tant pis si ce n'est pas naturel. Donc, vous avez toutes ces hormones qui, du coup, sont éliminées de la définition du biocontrôle et qui, pourtant, avaient un intérêt parce qu'elles régulaient toutes les défenses des plantes. Ensuite, vous avez des molécules. L'idée, à un moment donné, ça a été d'utiliser les défenses des plantes elles-mêmes, un peu ce qu'a présenté Marie-Stéphane, en utilisant les molécules sécrétées par la plante, puisqu'elle se défend avec ça. Un cas connu, c'était le resveratrol chez la vigne, mais qui ne marche pas du tout dans les faits, mais l'idée, c'était d'utiliser les défenses elles-mêmes de la plante. Donc là, on avait finalement une substance biocide. Et le cas qui est moins bien compris, mais c'est tout ce qui a une action indirecte sur les défenses. Donc c'est le cas des tréhaloses, des phosphonates, qui ont une action en fait sur l'induction des défenses, mais de manière indirecte. Ce qui se passe, c'est que ça modifie les nutriments au niveau de la plante, et comme les nutriments sont importants pour la mise en place des défenses, ça va avoir une action indirectement sur la mise en place des défenses. Mais ça veut dire que du coup, l'aspect nutritif de votre plante est capital pour ce type de produit, puisqu'il agit justement sur la nutrition. Donc une plante qui est trop riche en nutriments, ce type de produit va moins bien marcher, parce qu'encore une fois, on cherche à avoir un levier de compétition sur la nutrition, et il ne faut pas, par notre activité extérieure de fertilisation, empêcher cette compétition.
Donc voilà les différentes manières d'agir pour un SDP. Donc vous voyez qu'à l'intérieur des SDP, il y a des familles. Ce n'est pas aussi simple que ça. Bon, après, quand vous utilisez votre SDP, quelque chose qu'on essaye de faire passer comme message, c'est que vous avez votre produit, donc là j'ai pris le cas du Bion, qui va induire des défenses. Donc quand c'est rouge, ça veut dire que mes défenses sont induites. Et pendant quelques temps, justement, le problème, c'est que ça marche que pendant 24 ou 48 heures. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est des effets très transitoires. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est plutôt que ça a un effet, ce qu'on appelle potentialisateur. Donc ici, vous avez un plant de vigne qui n'a pas été traité, donc qui se défend un peu. On voit, c'est un peu rouge. Alors que s'il a été traité par du Bion, il y a beaucoup plus de rouge. Donc les défenses sont plus fortement induites. Donc finalement, il y a un effet pendant 24-48 heures de mon produit sur les défenses, donc qui va me permettre de me protéger la plante. Mais l'effet, c'est surtout un effet potentialisateur. C'est en cas d'attaque, mes défenses vont être beaucoup plus fortement induites que si je n'avais pas utilisé mon produit de biocontrôle. Donc c'est du coup très difficile à suivre au champ, cet effet, parce qu'il est transitoire, et en plus, on le verra qu'en cas d'attaque. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui s'arrachent des cheveux en expérimentation. Donc ce qu'on retient, pourquoi expliquer pourquoi mon immunité naturelle ne marche pas? Il y a j'ai toujours mes 4 acteurs, mon agent pathogène, ma plante, mon éliciteur et mon environnement. Et je vais essayer de vous résumer en quoi mes 4 acteurs, on a besoin de les étudier plus finement, et pourquoi ces 4 acteurs vont faire que mon produit n'est pas aussi efficace qu'il devrait l'être. Le premier acteur, c'est la plante. Là, j'ai repris directement une diapositive du réseau Defileg, où ils avaient testé 400 variétés de melons, 400 variétés de laitue, et ils s'apercevaient, les conclusions étaient assez déprimantes, parce qu'ils utilisaient des SDP, et finalement, 80% des variétés de melons n'étaient pas protégées, et seulement 50% des variétés de laitue pouvaient être protégées. Donc on s'aperçoit que c'était bien les produits chimiques, puisqu'on n'avait pas besoin de réfléchir à la plante. Là, malheureusement, on se met à devoir regarder notre plante qu'on avait un peu oubliée dans le système, et notre produit, il va dépendre de la variété, et pas juste de l'espèce, mais de la variété. On ne pourra pas dire « tenez, achetez ce produit, il marche pour toutes les variétés ». Ou si on cherche ça, c'est chercher le Graal, et il vaut mieux laisser tomber tout de suite. Donc déjà, accepter ça, il y a de la diversité, il me faut cette info-là. Elle commence à apparaître pour plusieurs cultures, mais pour l'instant, souvent, on n'a pas l'info d'une information comme ça, faite par l'Institut technique général, pour dire comment fonctionnent mes différentes variétés vis-à-vis de mon produit éliciteur. L'autre chose aussi, c'est, donc même chose, on a pris différentes variétés de riz qui sont résistantes de différentes manières, et on voit que l'inductibilité des défenses n'est pas la même. Ici, vous avez des variétés qui déjà se défendent énormément, de toute manière, de tout le temps, et qui en plus vont se défendre encore plus qu'en cas d'attaque. Et donc, on voit que toutes les variétés n'ont pas la même capacité à induire leur défense. Donc, on peut regarder, comme l'a fait le CTFL, la capacité au niveau phénotypique, est-ce que ma plante est plus résistante ou pas grâce à mon biocontrôle. Mais on peut regarder au niveau moléculaire, est-ce que ma plante, elle en a, quoi? Est-ce qu'elle a des défenses, quoi? Si on est avec un paillasson qui, de toute manière, n'a pas de défense et n'est pas capable d'être induite, c'est pas la peine. Cette variété-là, vous pouvez l'éliminer en faisant un screening moléculaire, en disant toutes ces variétés qui n'ont pas beaucoup de défense basale et qui, en plus, ne sont pas capables d'induire leur défense, on les élimine, on n'utilisera pas de biocontrôle avec ces variétés-là. On va se concentrer sur les variétés qui ont des défenses basales et qui sont capables de les induire. Donc c'est une manière de cribler nos variétés. Une autre manière de cribler, c'est là, vous avez différentes variétés d'Arabidopsis, et on teste un éliciteur sur ces Arabidopsis. On s'aperçoit qu'on a des cas comme ça où l'Arabidopsis ne répond pas du tout, l'éliciteur ne marche absolument pas, alors qu'on a des cas où l'éliciteur est efficace à 100%. C'est un peu le pendant de la diapositive que je vous montrais tout à l'heure avec la diversité de Botrytis. Là, c'est la diversité d'Arabidopsis. Au sein de l'Arabidopsis, on trouve des Arabidopsis qui ne savent pas se défendre et d'autres qui se défendent. Et là, on a découvert que c'était un gène. Donc, amélioration variétale possible. Vous pouvez, simplement en croisant cette variété et cette variété-là, obtenir des descendants qui seront capables de se défendre et de reconnaître la présence de l'éliciteur et de se défendre. Donc, ça paraît assez simple de mettre en place de l'amélioration variétale pour mes produits SDP avec des techniques moléculaires classiques. Donc, et ça commence à se faire. L'autre pendant, c'est mon agent pathogène. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, mon agent pathogène, ça fait longtemps qu'il contourne mes défenses basales. Et donc, le gros problème des produits de biocontrôle, c'est que les agents pathogènes ont mis en place ces petits effecteurs dont je vous parlais, qui sont ces petites protéines qui sont capables de détruire les défenses basales. Et donc, quand vous utilisez, par exemple, du chitosane, parce que c'est l'exemple le plus facile, voilà tout ce qui se passe. Donc, vous avez utilisé votre chitosane, et en vert, c'est toutes les petites molécules effectrices qui sont en rouge, toutes les petites molécules effectrices qui sont capables de détruire
les défenses basales. Donc le chitosane, c'est le cas d'école qu'on a étudié depuis longtemps. Il y a 1000 façons pour un agent pathogène de contourner la reconnaissance par la chitine, soit simplement en empêchant les récepteurs de la plante de fonctionner, soit carrément en détruisant les molécules de défense, soit en cachant la chitine qui est à la surface des champignons. Vous avez les effecteurs se collent à la surface du champignon et hop, ils passent incognito. Et du coup, ça ne sert strictement à rien d'utiliser du chitosane dans ces cas-là, parce que mes champignons sont capables de contourner cette défense-là. Et donc, pour beaucoup de cas comme ça, finalement, ces produits de biocontrôle sont déjà contournés en fait, naturellement, parce qu'on s'est basé sur un produit naturel qui a évolué, donc forcément, il a déjà été contourné par l'agent pathogène. Un cas comme ça de contournement, c'est tout ce qui est quand on se base sur donc, des molécules, les substances naturelles issues de la plante. Donc là, j'ai pris une phytoalexine, donc c'est une substance produite par la plante. Et en rouge, vous voyez toutes les manières dont un agent pathogène a réussi à détruire cette molécule naturelle de la plante. Donc vous avez plein d'agents pathogènes qui peuvent simplement, en détruisant cette molécule de la plante, détoxifier la molécule. C'est de la chimie, hein, c'est juste de la chimie simple. Les agents pathogènes, c'est quand même des pros de la chimie comparés aux plantes et comparés à nous, petits humains. Donc ça fait longtemps qu'avec la coévolution, ils ont acquis la capacité à détruire les substances naturelles émises par les plantes. Donc il faut vraiment avoir conscience de ça, qu'on se bat contre, on se bat pas à armes égales. En face, on a des agents pathogènes qui ont des capacités nettement supérieures à celles des plantes et à celles des humains qui cherchent à agir sur les plantes. Donc, le dernier impact, c'est l'impact de l'environnement, de l'agro-environnement. Donc, on s'est aperçu que, on sait que la sécheresse, le sel, la chaleur, le froid, le gel, l'ozone, les UV ont un impact qui peut être positif quand c'est en bleu et négatif quand c'est en rouge sur les maladies. Donc, la plupart du temps, c'est plutôt négatif. Et on commence à étudier ça, justement, l'impact d'un stress dit abiotique sur la maladie. Parce que dans certains cas, on se dit on va pouvoir créer une endurance, on pourrait avoir une petite période de sécheresse et rendre la plante plus résistante aux maladies. Bon, en l'occurrence, en général, c'est le contraire. Et au contraire, on va avoir des cas plutôt de prédisposition où si jamais on a eu un stress, la plante va être beaucoup plus sensible aux maladies. Et ça, c'est ce que j'étudie en recherche, mais c'est une grande question. Pourquoi les plantes sont beaucoup plus sensibles aux maladies quand il y a eu une sécheresse ou quand il y a eu une fertilisation ou quand il y a eu un certain stress thermique. Donc, et du coup, c'est la question qu'on a soulevée, nous, en recherche. Et on s'est aperçu qu'on avait oublié un acteur. Encore une fois, on a tendance à simplifier le système. On pensait que c'était peut-être parce que le système de défense s'effondrait du fait des circonstances agronomiques. Donc quand vous utilisez votre produit SDP, si vous avez fertilisé ou s'il y a eu de la sécheresse, le système de défense s'effondrerait. Non, ce n'est pas du tout la bonne hypothèse. On n'a pas du tout pu vérifier ça. Ce qui se passe, c'est mon agent pathogène change de comportement. Et donc les deux cas qu'on a étudiés, c'est la fertilisation azotée et la sécheresse. Donc en temps normal, j'ai un champignon qui est sur ma plante. J'ai un peu de nutriments, j'ai mes fameux effecteurs, mes fameuses défenses. Et cet équilibre-là va être modifié par notre action agricole. Si vous fertilisez, il y a plus de nutriments. Il y a aussi plus de défenses, paradoxalement. Donc j'ai induit les défenses grâce à ma fertilisation. Sauf que mon agent pathogène a repéré qu'il y avait beaucoup plus de nutriments. Et du coup, il sécrète beaucoup plus d'effecteurs. Il devient hyper agressif. Il finit son cycle beaucoup plus rapidement. Donc vous aviez un produit de biocontrôle qui aurait pu être efficace. Mais le problème, c'est que vous êtes face à... Je donne l'image du bulldog par rapport au caniche. Donc votre produit de biocontrôle, face à un caniche, ça marchait. Mais face à un bulldog, il est dépassé. Et ça, c'est juste à cause de vos pratiques agricoles que vous avez créé un bulldog. La sécheresse, c'est un peu la même chose. On ne sait pas quel signal l'agent pathogène repère, mais il repère que la plante a eu un stress hydrique. Il modifie complètement sa stratégie, il ne sécrète plus d'effecteurs, il détruit, puisque la plante n'a pas assez de nutriments, elle n'est pas dans le bon état. Et donc, il fait quand même son cycle, mais beaucoup plus, de manière très, très agressive. Et du coup, le système de défense de la plante n'a même pas le temps de servir à quelque chose. Donc, ce qu'on découvre, nous, dans notre pathosystème et dans d'autres pathosystèmes, c'est qu'il y a vraiment cet acteur pathogène qu'on mettait dans une boîte noire, et malheureusement, cet agent pathogène, il change de comportement en fonction de ce qu'on a fait au niveau agronomique dans le système. Et donc, on peut, en ayant une mauvaise pratique agronomique, transformer un agent pathogène qui aurait pu être contrôlable grâce à un produit de biocontrôle en un killer qu'on ne peut absolument plus contrôler, simplement avec une fertilisation azotée. Donc, pour conclure, ce qu'on voit pour s'affranchir du système, c'est de se dire on a besoin de diversité. Donc, il faut essayer de tester un maximum de souches d'agents pathogènes pour être sûr de se mettre dans les conditions optimales.
On doit essayer de tester des différentes contraintes abiotiques. On peut le faire, en fait, en conditions contrôlées. Nous, on sait faire, par exemple, on regarde l'impact de la fertilisation, l'impact du stress sécheresse, l'impact de la température. Tout ça, on peut le faire en serre. Et donc, on peut déjà tester les molécules de biocontrôle. Avant de les tester au champ, on peut les tester par rapport à leur capacité à résister à certains stress abiotiques et par rapport à la diversité des agents pathogènes. Et donc, du coup, l'avenir, c'est des substances qui pourraient, je parlais tout à l'heure, favoriser les micro-organismes bénéfiques. C'est des substances qui peuvent modifier l'agressivité du pathogène. Donc, si les pratiques agronomiques modifient l'agressivité, on peut imaginer que des substances peuvent transformer mon bulldog en caniche, ce qu'on appelle des pacifieurs pour donner l'image de la tétine qu'on donne au bébé. On pourrait très bien trouver des petites tétines qui calmeraient nos agents pathogènes et les rendre plus sympathiques. On ne les détruit pas, mais on les rend plus doux. Le gros débat qu'on peut lancer, c'est la synthèse d'analogues structuraux par rapport aux molécules naturelles. Ça, moi, c'est tout un débat. Pourquoi les molécules de synthèse ne seraient pas dans le biocontrôle juste parce qu'elles ne sont pas naturelles? Je pose la question des hormones. Ça, il faut poser la question à nos ministres. Hein. Et on peut poser la question de la formulation et des méthodes d'application par rapport à ces produits-là aussi. Et enfin, vraiment la question qu'on pose, mais je pense que ça va bouger, mais pour l'instant c'est dans les cartons, c'est au niveau amélioration variétale, est-ce qu'on ne peut pas améliorer les plantes pour leur réponse aux produits de biocontrôle et du coup vendre un couple variété produit de biocontrôle et essayer au moins, vu que c'est un acteur important dans l'efficacité du produit de biocontrôle, d'essayer d'avoir cette volonté-là et du coup d'inciter les sélectionneurs à mettre les produits de biocontrôle dans leur schéma de sélection dès le départ. Donc, en gros, voilà pour la matinée.